3 semaines pleines, c'est-à-dire une semaine de plus que pour le précédent projet. Donc, c'est déjà normalement un peu plus confortable, mais sachant que vous allez avoir à faire la partie back et front cette fois-ci, parce qu'on va être sur une application full stack. Mais que le front, il sera certainement plus simple parce que vous allez peut-être pas refaire un jeu. Peut-être vous allez refaire un jeu. Donc voilà, on va faire une correction un petit peu accélérée. Donc, l'itération 1. Donc, on avait déjà un sign-up login en fait, de fourni dans l'application de base, et on vous demandait en fait de gérer l'avatar du user. Donc, c'est-à-dire que quand l'utilisateur allait se sign-up, il fallait que, en plus de saisir son username et son mot de passe, qu'il puisse maintenant sélectionner un fichier depuis son disque dur pour que ça définisse son avatar. Donc, qu'est-ce qu'il fallait modifier en premier lieu pour faire ça? Donc, en gros, on sait que dans la base de données, on va rajouter une donnée, justement, qui va être l'avatar. Donc, qu'est-ce que ça doit nous faire penser, ça? Base de données, ça nous fait penser au modèle, voilà. Donc, dans le modèle, on va devoir rajouter un champ, quoi. Donc, dans le modèle de user, le premier truc qu'on devait faire, c'était justement venir rajouter un champ qui allait correspondre. Alors, moi, je l'ai appelé avatar. Si ça se trouve, vous l'avez appelé photo. Mais moi, je l'ai appelé avatar. Pourquoi est-ce que j'ai choisi string? Voilà, parce qu'à la fin, ça va être une URL. Donc, une URL, ben, c'est justement une string, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Il fallait bien penser à rajouter ce champ dans le modèle. Et ensuite, ben, il fallait penser à l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va avoir à sa disposition? Un formulaire. Donc dans le formulaire, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter pour qu'il puisse justement nous uploader son avatar? Dans le formulaire du coup de sign up, il allait falloir rajouter aussi un champ dans le formulaire pour qu'il puisse justement nous uploader sa photo. Et donc, quel type de champ HTML? Voilà, pas un type text, parce que là, c'est pas du texte, mais un type file, pour que du coup, ça lui fasse un espèce de bouton sur lequel il puisse cliquer pour sélectionner un fichier dans son disque dur. Et la deuxième chose qu'il fallait penser dans ce formulaire, c'était donc ce formulaire, on va le soumettre, donc ça va envoyer les données du formulaire, donc ça va envoyer le password, ça va envoyer le username saisi, et ça va envoyer aussi du coup le fichier éventuellement sélectionné. Donc on est en train de soumettre un formulaire avec un fichier. Donc qu'est-ce qu'il faut penser, voilà, quand on a un fichier dans un formulaire, à rajouter la propriété anktype sur la balise forme. Sinon, si on oublie ça, le fichier ne sera pas envoyé, en fait. Donc ça, c'était les choses importantes à rajouter dans le formulaire. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à modifier? Il y a un troisième truc à faire. La route de traitement du formulaire, voilà. Donc, qui se trouvait donc ici. Donc c'était le post du sign-up. Salut. Donc, qu'est-ce qu'on allait devoir changer dans cette route de sign-up qui existait déjà? On allait devoir justement gérer l'upload. C'est-à-dire qu'on reçoit un fichier, notre route de sign-up, là, elle reçoit son fichier. Et ce fichier brut, elle veut en fait le mettre en ligne sur, par exemple, Cloudinary. Donc, elle veut pouvoir l'envoyer chez Cloudinary, en fait. Donc, ça, c'est le premier des trucs qu'on doit faire. Et donc, c'est à ce niveau-là. Donc, avant même notre route handler, on veut envoyer la photo que l'utilisateur nous a sélectionnée dans son disque dur vers Cloudinary. Donc, vous voyez, donc avant... Salut. Avant notre route handler. Là, on a vu qu'en fait,
on peut enchaîner plusieurs fonctions. Donc nous, d'habitude, on n'en a qu'une. Mais là, du coup, on en insère une avant, en fait. Et cette fonction, c'est justement celle qui va se charger d'envoyer l'image chez Cloudinary. Donc en 1, on envoie l'image chez Cloudinary. Et en 2, bah, on fait le traitement qu'on faisait, c'est-à-dire enregistrer l'utilisateur dans la base de données. C'est quoi upload Cloud? Enfin, ça fait référence à quoi? C'est pas, ça fait pas partie de Node.js, hein, ça. C'est nous qui l'avons défini, upload Cloud. Upload Cloud, on voit, c'est en fait un require vers un fichier qu'on a écrit. Et c'est le fichier du cours. Donc, c'est la configuration de Multer pour qu'il soit intégré avec Cloudinary. Et par exemple, on voit que c'est notamment dans ce fichier qu'on définit nos identifiants Cloudinary. Est-ce qu'on a hard-codé nos identifiants dans le code? Surtout pas, parce qu'on ne veut pas dévoiler nos secrets voilà, à tout le monde. Et donc, on est passé par quoi? Par voilà, un fichier .env. Donc, c'est dans ce .env qu'on a renseigné nos identifiants Cloudinary. Et ce qu'il ne fallait pas oublier de faire et qui n'était pas fait dans le lab, justement pour que vous y pensiez, c'est que .env, ça ne marche pas comme par magie. Ce n'est pas parce qu'on crée un fichier .env que ce fichier .env est lu, en fait. C'est à nous, en fait, dans le app.js, de dire j'utilise le module .env, et c'est ce module .env qui va justement venir lire le fichier. En fait. Si on oublie cette ligne-là, le fichier .env, il ne le lira pas, et le process.env, ça ne vaudra rien, en fait. Ok, donc là, notre Cloudinary, il est seté. Première chose qu'on fait, on envoie l'image. Et pourquoi est-ce que j'ai mis photo ici? Ça correspond à quoi, photo? Voilà, au name du type file du formulaire. Donc, première chose, on envoie cette photo, justement. Et après, on exécute notre route handler à nous. Comment est-ce qu'on récupère justement l'URL du fichier qui a été envoyé chez Cloudinary? Grâce à rec.file.url. Ça, c'est parce qu'on a exécuté Multer, en fait. Ça, c'est Multer, en fait, derrière. C'est Multer avec Cloudinary qu'on récupère un rec.file. Et .url parce que c'est chez Cloudinary. Salut. Donc, en fait, c'est justement cette URL qu'on veut stocker. C'est elle, en fait, qui nous intéresse. En fait, tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour cette URL. C'est cette URL qu'on veut stocker en base de données. Et donc, ben ça, il suffit, en fait, comme on a modifié notre modèle, maintenant, quand on va créer une instance de user, on va pouvoir justement rajouter en plus un avatar. Et donc, c'est rec.file.url, je l'ai mis dans une variable qui s'appelle avatar. Voilà. Comme ça, on enregistre, maintenant, on enregistre 3 choses. Bien sûr, son username password. Et en plus, maintenant, son avatar, qui en fait est une URL stockée chez Cloudinary. Et on fait le save classique après, ça on modifie pas. C'est bon pour Multer avec Cloudinary, tout ça, rec.file. Un truc important aussi, c'est quand vous faites un formulaire qui va gérer des fichiers, donc avec un HangType, il faut impérativement que vous fassiez le Multer avant, en fait. Si vous ne faites pas le Multer avant, rec.body, ça ne vaudra rien. Donc, à chaque fois que vous avez un HangType dans un formulaire, il faut faire le pré-traitement Multer avant votre route handler, en fait. Il faut se servir de l'image, en fait, qui vous est envoyée.
on avait nos images qui n'étaient pas stockées sur Cloudinary, mais sur un serveur, par exemple, sur un disque dur, on utiliserait quand même Multer. Voilà, on utiliserait Multer, mais on utiliserait une autre intégration de Multer. C'est-à-dire que là, tu vois, on a utilisé Multer, mais on a utilisé Multer Storage Cloudinary. Donc, il y a d'autres storage que Cloudinary. Donc, c'est nous qui décidons de stocker les choses chez Cloudinary, mais on pourrait très bien les stocker ailleurs, en utilisant un autre storage. Par exemple, on a vu chez Amazon, on pourrait, sur un Amazon S3, voilà. Il faudrait trouver un storage Amazon S3 pour Multer, et ça existe. Et, ouais. Ouais. Alors attends, je le retrouve. Donc ici, voilà, donc là, on est dans le zen du save, donc c'est-à-dire que notre user, il existe en base. Et en fait, le rec.login, c'est le truc qui permet de persister notre user en session. Donc, c'est-à-dire de créer en fait le rec.user. Ça, en fait, c'est une méthode de passeport, en fait. Rec.login, c'est ce qui crée le rec.user. Donc des fois, on n'a pas à l'appeler parce que... enfin, là, on doit l'appeler. Parce qu'on veut gérer nous-mêmes le redirect. Mais en gros, voilà. C'est quoi le rec.login? C'est pour créer le rec.user. Et d'ailleurs, tu vois, on lui passe du coup le user, la valeur en fait que le rec.user doit avoir. Qu'est-ce qui se passait avec le passeport Alors, où ça? Ouais, il faudrait revoir. Parce que le sign-up, on l'a quand même toujours géré nous-mêmes. Attends. Donc là, on est dans le cours. Par exemple, on faisait un sign-up à ce niveau-là. Donc là, on crée notre user. Ah oui, non, d'accord, ok. C'est bon, c'est parce que, donc, tu vois ici, par exemple, on n'a pas le rec.login. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le user, il se sign up, mais il n'est pas auto-login. Alors que moi, dans ma version, là, eh ben, grâce au rec.login, il se sign up et il est login directement. Donc, il n'a pas besoin de se relogin derrière. Donc, c'est mieux, en fait. Et nous, dans la version qu'on a dans le cours, il faut qu'il repasse par le formulaire de login. Donc, c'est plus chiant, quoi. Alors que là, on l'autologue. Donc ça, c'est... Voilà, dans votre projet, faites ça, c'est mieux, quoi. Et aussi, qu'est-ce que je veux demander ? Pourquoi est-ce qu'on passe par Cloudinary à la base? Voilà, pour stocker les images, mais pourquoi on les stocke pas sur le disque dur du serveur? Pour pas alourdir le serveur. Pour pas alourdir le disque dur du serveur, en fait. Et parce qu'en plus, chez Heroku, on n'a pas le droit de stocker des choses sur le disque dur. Ok, donc on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, on devait justement permettre à l'utilisateur de créer des posts. Donc est-ce qu'on avait un modèle de post? Non. Du coup, on devait le créer. Donc dans notre dossier modèles, là où on range tout, les modèles, voilà, j'ai mis en commentaire, ça c'est pour l'itération 3, mais dans l'itération 2, ce qu'on devait faire, c'était un modèle de post avec le contenu d'un post. Donc en fait, ça va être du texte, donc c'est une string. Notre post, il allait pouvoir aussi avoir une image. Donc là, on lui définit 2 champs pour l'image, justement. Donc c'est PicPass, ça va contenir quoi, en fait? Voilà, une URL. Et PicName.
le nom en fait de notre image. Et donc c'est pour ça que ça c'est aussi une string. Le creator ID, ça devait être au final un ID d'un utilisateur. Et donc là, vous voyez, on fait justement... Ici, j'ai pas écrit, par exemple, string. Salut. Pourquoi j'écris pas string? Parce que... Bon, je pourrais, mais pourquoi je fais pas ça? Voilà, ça ferait pas le lien. Nous, on a vu que si on voulait justement lier en fait le modèle de post via la propriété creator ID au modèle de user, on doit faire un lien, donc une relationship. Et là, c'est une relationship justement. On fait un lien par référence vers un ID du modèle user en fait. Donc on remet le nom du modèle vers lequel on fait une référence. Donc qu'est-ce qu'il y aura à la fin dans creator ID? Il y aura une espèce de string qui correspondra à l'ID d'un utilisateur. Et on n'oublie pas de module export le post, comme ça quand on va require ce fichier, c'est bien le modèle, donc c'est-à-dire post, qu'on obtiendra. Donc une fois que notre modèle il est créé, on va devoir faire des routes pour pouvoir faire l'affichage d'un formulaire pour que l'utilisateur puisse lui-même créer un post. Donc la première route, ça va être justement pour afficher ce formulaire. Cette route, on vous dit qu'elle doit être privée. Privée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas logué, ça doit nous dire non, toi, tu ne peux pas créer de poste en fait. Et on vous donne aussi le modèle de template, on vous donne le nom du template que vous devez de faire. Donc en gros, ça c'est pratique en fait de vous... Ça, je vous recommande de le faire en fait. C'est-à-dire de lister vos routes comme ça, avec éventuellement... Faites-vous des tableaux comme ça. Avant de commencer à implémenter vos routes, faites un tableau récapitulatif de vos routes. C'est vraiment essentiel pour vous organiser. Et sinon, en plus, à la fin, vous ne saurez plus quelle route vous avez, en fait. Vous allez avoir plein de routes à la fin. Si vous ne savez plus si elles sont en get, en post et tout, vous allez tout vous mélanger, en fait. Donc, la première des routes, c'est justement l'affichage du formulaire. Donc, on a vu aussi qu'au niveau des routes, on s'organise comme on a envie. C'est-à-dire que on peut faire qu'un seul routeur si on a envie. Ou on peut faire plusieurs routeurs pour séparer un peu mieux les choses et regrouper les routes qui vont ensemble. Et on peut aussi préfixer, quand on monte un routeur, pour que ça mette le même préfixe devant chacune des routes. Donc moi, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que, regardez, toutes ces routes, au final, elles commencent par post, en fait. Donc là, c'est peut-être une bonne idée, en fait, de préfixer par post. Donc en gros, on va devoir écrire un routeur, et ce routeur, on le montrera avec un préfixe /post. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans la correction, c'est-à-dire que si on va voir au niveau du montage du routeur, donc tout à la fin du fichier, vous voyez que là, justement, quand j'ai monté mon routeur, je l'ai cette fois-ci préfixé de /post parce que toutes les routes de mon routeur, elles sont censées commencer par /post. Ça m'évite de répéter /post à chaque fois quand je vais dans mon routeur. Vous voyez, là, je n'ai pas répété /post new. C'est directement... je sais que ça sera préfixé par post, en fait. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Toutes, en fait. Donc la première des routes, c'était justement post. Si on l'écrit, en fait, celle-là, c'est un get de... C'est un get de /post /new. Ça, c'est la route complète, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette route? On doit juste rendre la page d'un formulaire. Donc, à votre avis, là, je l'ai replié, là. Vous ne voyez pas, mais à l'intérieur, il y a quoi? Voilà, un res.render qui doit nous rendre justement la page
Donc le template, donc il se trouve où ce template? Là, on ne met pas le point HBS, mais en fait, c'est sous-entendu, quoi, en fait. Et où est-ce que il va trouver ce template-là? Voilà, dans Views, parce qu'on a rangé tous nos templates dans Views, /post /new.hbs. Là, voilà, c'est un peu implicite que c'est ce template qui doit rendre, en fait. On n'écrit ni le point HBS, ni le /views, parce que c'est implicite, quoi. Et ici, qu'est-ce que je fais? Voilà, je m'assure qu'il est bien connecté en regardant si rec.user vaut quelque chose. Si rec.user ne vaut rien, dans ce cas-là, je le redirige par exemple vers la page de login. Et sinon, je fais le rendu du template. Donc là, je vais aller voir justement, donc dans mon dossier Views, j'ai créé un sous-dossier post dans lequel je vais mettre tous mes templates liés au post, en fait. Et juste un truc, là, on parle de post, mais c'est pas post le verbe HTTP. Hein. Là, c'est les posts dans le sens les billets d'un blog. Donc là, c'est ce formulaire qu'on va afficher. Donc un post, il peut contenir, donc on a dit un content, donc ça va être le... Donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme balise HTML? Est-ce que j'ai utilisé un input type file, un input type text ici? J'aurais pu, mais j'ai préféré utiliser un texteria. Texteria, vous l'avez déjà vu? Texteria, c'est justement pour faire une zone de texte multiligne, en fait. Si on regarde dans CodePen rapidement, à quoi ça ressemble un texteria, c'est justement quand vous allez demander à un utilisateur de saisir du texte sur plusieurs lignes. Ça lui permet de sauter des lignes, notamment. Donc quand on rédige un post, par exemple sur Twitter, on veut pouvoir sauter des lignes, on ne va pas tout écrire sur une même ligne. Donc si je fais un nouveau pen, donc un texteria, ça ressemble à quoi? Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un truc multiligne. Je peux même venir... donc c'est plus pratique pour saisir voilà, un post. Et ça, on peut le styliser aussi en CSS. On peut lui donner une largeur, une hauteur, donc ça va être pratique. Donc là, j'ai utilisé un texteria, je mets name égale le champ correspondant dans le modèle. Et on a dit que ça pouvait aussi, un post, avoir une image. Donc là, j'utilise un input type file. Donc qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas que j'oublie? Le hang type, voilà. Parce que sinon, mon fichier ne sera jamais transmis. Donc ma route d'affichage, c'est bon, c'est terminé. J'ai fait le routing et j'ai fait le template. Maintenant, il me reste à faire quoi? La route de traitement. On sait qu'en fait, ça se décompose toujours comme ça, un formulaire. On a route d'affichage, route de traitement. Donc là, on a fait la route d'affichage. La route de traitement, elle va concerner quelle route? Ça va être quoi la route de traitement? Où est-ce que c'est défini, en fait, la route de traitement? C'est défini au niveau de l'action, en fait, et de la méthode. C'est-à-dire que quand on va soumettre ce formulaire, ça va générer une requête à notre serveur de type post vers le chemin /post, en fait. Donc, nous, dans notre routeur, il faut qu'on respecte ça, en fait. Et c'est exactement ce qu'on nous a demandé. Si on va voir dans les consignes, on nous a dit voilà, de créer une route post vers le chemin /post. Et donc ça, c'est la route de traitement, en fait, de création d'un post, du formulaire. Donc, dans notre routeur, on va créer une route post vers... Donc ça si je l'écris, hein, ça va être une requête post vers quoi? Vers quelle route? /post, voilà. Parce que là, en fait, j'ai pas remis /post, mais on sait que
quand on a monté le routeur, on a préfixé de /post. Donc en fait, ça revient à ça. Pourquoi /post? Parce que c'est marqué dans le tableau? Parce que c'est marqué dans le tableau, ouais. Non, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On est libre de définir les choses comme on veut. C'était juste que là, on vous a demandé tu vois, de faire cette route-là. En fait. On aurait pu dire /post/new. On aurait pu, parce que elle est bien différente, parce qu'elle est en get, elle est en post. Mais c'est plus en fait par convention. En général, on fait comme ça. Donc là, on crée notre route. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, de traitement du formulaire. Qu'est-ce que je commence par faire? Voilà, on fait multer, en fait. Donc, en gros, on envoie le fichier que le formulaire nous donne chez Cloudinary. On commence par faire ça. Et ensuite, on va créer notre poste. Au passage, on veut aussi vérifier que notre utilisateur il est bien logué. Sinon, il ne doit pas avoir l'autorisation de créer un poste. Donc, ça se fait au niveau de la route, en fait. Donc, dès que je passe dans ma fonction, dans mon route handler, je dois aussi vérifier que mon utilisateur est logué. Vous allez me dire, ça ne sert à rien parce qu'on vient déjà de le vérifier avant qu'on affiche le formulaire. Mais bon, au cas où, quand même, on le vérifie. Au cas où il ne soit pas passé par notre formulaire et par exemple, il soit passé par Postman. C'est possible, vous voyez, si un développeur, au lieu de passer par le formulaire, il choisit de passer par Postman pour créer des posts, en fait. Et si on n'a pas vérifié ça, il va pouvoir créer des posts. Donc, on crée une faille, en fait. Donc là, surtout, on vérifie quand même qu'il est bien connecté. Et sinon, s'il n'est pas connecté, on return, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin, en fait. Là, la fonction, elle s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? On imprime. Là, on imprime une erreur, en fait. On le redirige même pas vers une autre page. Là, si ça marche pas, on lui dit non. Là, si on veut carrément lui afficher l'erreur, en fait. Et donc... Ok. Je crois que c'était une alarme. Et donc, maintenant qu'on a vérifié qu'il était bien logué, maintenant qu'on a bien envoyé sa photo chez Cloudinary, il ne nous reste plus qu'à créer le post en nous resservant du modèle et en faisant, par exemple, un point create et en passant les valeurs. Donc, les valeurs du content, je les récupère dans le rec.body. Point content, c'est comme ça qu'on a appelé le name du champ. Creator ID, par contre. Comment est-ce que je récupère l'ID de l'utilisateur créant le post, en fait? C'est celui de l'utilisateur qui est connecté, en fait. Donc, je le récupère grâce au rec.user. Rec.user, c'est l'utilisateur connecté. .id. Donc ça, fallait y penser, en fait. Dans Creator ID, on sait qu'on doit mettre une chaîne, en fait. Si je représente ce que c'est, en fait, c'est une espèce de chaîne avec un numéro, quoi. Avec des numéros, voilà. Ça, c'est un ID d'utilisateur. Et comment est-ce que cette chaîne... Donc, c'est l'ID de l'utilisateur connecté, donc celui qui s'est login dans notre application. Il le récupère à partir de passeport. Ouais, rec.user, c'est fourni par passeport, ouais. Et du coup, c'est parce que notre utilisateur s'est register, tu vois, dans notre sign-up, et qu'on l'a auto-login, que du coup, rec.user vaut quelque chose. Ah, c'est parce qu'on l'a auto-login. En gros, c'est parce qu'il s'est login, surtout, en fait. Même si on ne l'a pas auto-login, il s'est register, après, il se login, et du coup, rec.user vaut quelque chose. Et c'est passeport qui fait que rec.user vaut quelque chose. On a vérifié que rec.user ne valait pas rien à ce niveau-là. Donc, on est sûr que notre utilisateur, il est là, quoi. Donc, on est sûr que rec.user.id, ça vaut bien un ID d'utilisateur, en fait. Et comment je récupère donc le pic pass, on a dit que c'était l'URL, on utilise rec.file.url. Si tout se passe bien, si notre create il se passe bien, on va rediriger l'utilisateur. On n'a rien à lui afficher, donc on ne fait pas un render à ce niveau-là. On n'a rien à afficher, en fait. Ça s'est bien passé, ton post il est créé, non, du coup on va le rediriger par exemple vers la home qui liste justement tous les posts.
Et si ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? Le next R, en fait. Ici, c'est si j'ai eu une erreur, je veux faire next R, en fait. Moi, j'ai abrégé, en fait, en next, mais ce que je fais, en vrai, c'est ça, quoi. C'est-à-dire next R, ça va afficher à l'utilisateur l'erreur qui s'est produite. Comme ça, il va pouvoir appeler la hotline et dire j'ai eu cette erreur-là, et il y a un technicien qui va pouvoir prendre le relais. Donc là, on a fini nos 2 routes qui correspondent à la création d'un poste. Il nous reste à afficher le détail d'un poste. Et pour ça, on va créer une 3e route en get, puisque là, ça va être une page, en fait. On va juste, finalement, rajouter une page à notre application. Donc, on fait une route get. Et on nous donne directement le chemin. Donc, dans notre routeur, on sait qu'on va devoir rajouter une route. Donc, c'est dans notre routeur de poste, voilà. Donc, une route en get. Et le chemin, donc ça, si j'écris, en fait, c'est un get. Vers quel chemin? Toujours, on a notre préfixe, en fait, qui sera là parce qu'il est dans le montage du routeur, dans le app.js. Slash, et j'ai mis 2.id, en fait. C'est quoi, là, 2.id? C'est quoi? On a dit que ça s'appelait comment, ça? Un route params, voilà. C'est un paramètre d'URL, enfin, de notre routing, en fait. Donc, on crée cette route, voilà. Et dans notre route handler, comment est-ce que je vais récupérer, justement, comment est-ce que je vais récupérer la valeur, en fait, qui a été mise ici? Parce que, par exemple, ça aurait pu être donc post, donc un ID de poste, en fait. Comment est-ce que je vais récupérer, justement, cet ID-là dans ma fonction, à l'intérieur de ma fonction, là? Comment est-ce que je vais récupérer la valeur de l'ID, là? rec.params, voilà, .id. Donc là, je récupère justement la valeur qui a été transmise ici. Et je vais vouloir rechercher dans ma base de données si j'ai un poste de cet ID-là. Donc là, j'utilise sur mon modèle de poste la méthode findById de cet ID-là. Donc je cherche en fait un poste de cet ID-là. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant, c'est l'itération 3. Et si tout se passe bien, je récupère un poste. Et je vais pouvoir, donc avec ce poste, faire le rendu d'un template qui va justement m'afficher le détail d'un poste. Donc, qu'est-ce que je passe comme données à ce template? Évidemment, je lui passe les données du poste, en fait, parce que c'est justement ces données que le template va chercher à afficher. Donc, il faut que je le passe au template. Et puis, au passage, là, je lui passe un deuxième truc, je lui passe le user connecté. Donc, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais il y a une raison, on va le voir dans le template. Donc là, on sait que voilà, donc on a récupéré notre poste depuis la base de données, et maintenant, on en fait l'affichage dans le template en lui passant le poste qu'on a récupéré depuis la base de données. Donc si je vais voir dans le template maintenant, donc dans le show.hbs, donc tout ça, c'est l'itération 3. Tout ça, c'est l'itération 3. Je le mets en commentaire. Donc l'itération 2, on voulait faire le détail d'un poste. Donc ici, j'ai fait un petit lien juste pour revenir à la page d'accueil. Et ici, je fais le détail d'un poste. Donc c'est-à-dire, un poste, c'est constitué de 2 choses, une image et un content. Donc déjà, j'affiche l'image. Comment est-ce que je récupère l'URL de l'image? J'ai passé un objet post, en fait. Donc c'est dans post.picpass. Ça, c'est ce que j'ai passé en paramètre post. On a vu que j'ai passé un objet avec post à l'intérieur. Donc là, c'est ce que j'ai récupéré. Ça, c'est OK pour tout le monde Pourquoi est-ce que j'utilise post là? Ouais. Et ensuite, le content du post, pareil, je le récupère grâce à post.content parce que j'ai bien envoyé justement le post, vous voyez, à ce niveau-là, en fait.
c'est parce que j'envoie ça que je peux m'en resservir du coup dans le template. Et voilà. Et donc là, on a fini de faire l'affichage. Donc là, on ne s'est pas servi du rec.user. Donc c'était pour l'itération 3 en fait que je faisais. Donc ça y est, on a fini pour les posts. On a fait un formulaire de création d'un post et on a créé sa route de traitement. Et on a fait une troisième route pour l'affichage du détail d'un post. C'est OK? Vous avez des questions là-dessus? Juste là, ce qu'il fallait penser, ce qui est malin là, c'est ça surtout en fait. C'est ici, dans Creator ID, dans le modèle, on a fait vous vous souvenez, on a fait une référence vers un user en fait, vers un ID de user. Donc là, il fallait lui passer justement un ID de user. Et comment est-ce qu'on récupérait cet ID? Grâce à rec.user qui est justement mon utilisateur qui est connecté. En fait. Je ne sais pas, il me récupère pas quand je tapais ça. Par contre, je passais par, comme on avait fait avec sur le login pour vérifier. Non, non, on n'a pas fait le Ensure Login. Non, je sais. Ouais. Moi, j'ai fait comme ça, mais je n'arrive pas trop à voir à quel moment il récupère quelle déclaration, à quel moment on déclare le rec.user. Non, c'est Passport en fait qui le fait. Juste Passport. Regarde, c'est à ce niveau-là, en fait, c'est dans l'app.js quand on a configuré Passport. Donc à ce niveau-là, voilà. En fait, tu vois, c'est ici que rec.user vaudra ce user-là, en fait. En fait, il l'appelle de n'importe où. Oui, on peut l'appeler de n'importe où. Rec.user, si l'utilisateur est connecté, on peut l'appeler de n'importe quelle fonction qui a rec, où on a rec. Déjà défini dans le lab. C'était déjà défini dans le lab. Et c'est défini par Passport, tu vois. Dès que tu mets Passport, si ton utilisateur fait login, dans n'importe quelle fonction, dans n'importe quelle route handler où tu as rec, ben, du coup, tu as rec.user. Donc, c'est ultra pratique. Passport, ça doit vous faire penser à rec.user, en fait. Passport, c'est rec.user. Multer, ça doit vous faire penser à rec.file. On voit que dans rec, en fait, il y a plein de trucs qui nous sont utiles, en fait. Il y a rec.params, il y a rec.body, il y a rec.file, il y a rec.query. Il y a, voilà, rec, c'est un peu notre boîte à outils, quoi. Et c'est pour ça que par exemple, les librairies comme Passport, eh ben, elles remettent à disposition d'autres choses dans rec, en fait. Et enfin, donc, dernière chose, on devait créer des commentaires. Donc, c'est-à-dire, notre post, là, il a un contenu, une image. Maintenant, on voudrait permettre à n'importe quel utilisateur connecté de pouvoir rajouter des commentaires à un post, comme ça se fait, par exemple, sur Twitter. Donc, pour l'instant, on n'a pas de notion de commentaires dans notre base de données et dans nos modèles. Donc, la première chose, c'est qu'on va devoir justement rajouter quelque chose dans nos modèles, en fait, pour qu'on gère les commentaires. Donc là, ce qu'il vous demandait, c'était de créer les commentaires en tant que sous-document d'un post. Donc on a déjà un modèle de post. On vous demandait de créer des commentaires en tant que sous-document du modèle de post. Donc est-ce qu'on va recréer un modèle? Non, on va se resservir du modèle existant de post. Donc dans notre modèle de post, on va rajouter une propriété comments et on sait qu'on va avoir plusieurs commentaires éventuellement. Et chaque commentaire, ça sera un objet qui contiendra différentes choses qui nous sont demandées. C'est-à-dire aussi un content. Chaque commentaire doit avoir un content. Chaque commentaire doit avoir un utilisateur lié et une image. On doit même pouvoir mettre des images dans les commentaires. Donc content, c'est pareil, ça va être une string.
là, on l'appelle pareil, mais on pourrait l'appeler différemment, hein. C'est juste pour être homogène qu'on l'appelle pareil, mais là, par exemple, on n'est pas homogène. Tout à l'heure, on a dit Creator ID. Pourquoi on ne met pas Creator ID? Parce qu'on n'est pas obligé, quoi. Mais on pourrait le faire, en fait, si on voulait. Peut-être ça évite de confondre, de le faire différent. Et justement, on réapplique la même chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que notre author ID de commentaire, finalement, c'est aussi une référence vers un user, en fait. Donc là, c'est complexe, hein. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui contient deux références vers le modèle de user, et qui en plus contient ici un tableau de sous-documents. Mais on a vu que c'était possible en MongoDB, qu'on pouvait stocker des objets d'objets avec des arrays à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on fait en fait. Dans un même document MongoDB, en fait, si on faisait le JSON de ça, le JSON MongoDB de ça, ça donnerait quoi? Si j'essaye de réfléchir en termes de data en JSON, à quoi pourrait ressembler un post dans ma base de données? Donc un post, ce serait un objet déjà. Ce serait un objet qui contiendrait quoi? Voilà, première des choses, un ID. Donc avec un numéro là qui correspond à l'ID du poste. Quoi d'autre? Voilà, le contenu du poste, ça serait quoi? On a dit une string avec, je sais pas, du texte, lorem, ipsum, machin. Ensuite, un creator ID. Donc creator ID, ça contiendrait quoi comme valeur? Un numéro de user, un ID de user, donc c'est-à-dire un espèce de truc comme ça, de user, voilà, qui correspond au final à un enregistrement en base d'un utilisateur, avec aussi un peak pass. Peak pass, ça contiendrait quoi? Une URL vers Cloudinary, certainement, donc img.cloudinary, je sais pas, cloudinary.com, / je sais pas quoi, .png. Un peak name, donc ça serait quoi le peak name? Voilà, donc par exemple, ça serait éventuellement ça. Non, c'est pas vraiment important. On pourrait ne pas le stocker, en fait. Et quoi d'autre, justement? Donc là, on est dans un post, dans un document post de notre base de données. On essaie de réfléchir à comment que ça se présenterait. Il y a quoi d'autre en plus? Alors voilà, en plus peut-être il y aurait created. Là, on ne l'a pas spécifié. Donc non, il n'y aurait pas. Mais on aurait comments. On vient justement de rajouter comments. Donc il y aurait aussi comments. Et ça serait quoi comments? Un tableau qui contiendra quoi? Éventuellement plusieurs commentaires. Donc premier commentaire, ça serait quoi? Ouais, il y aurait ID, voilà, l'ID du commentaire. Content, etc., etc. Et on pourrait en enchaîner comme ça. Il y aurait le author ID, content, machin truc, author ID. L'author ID, ça serait un numéro vers un utilisateur qui a posté justement ce commentaire. Et image pass, image name. Et donc vous voyez en fait, vous voyez le lien entre la data et le modèle en fait. Et là, on est clairement dans des embed documents. Là, est-ce qu'on est en référence là? Le commentaire, on n'a pas de modèle de commentaire. On n'est pas en référence. On est en embed en fait, en sous-document. Et par contre, ici, est-ce qu'on est en embed ou en sous-document au niveau de l'author ID? Au niveau de là, est-ce qu'on est en embed? Non, clairement, on est en référence parce que justement, cette référence, elle pointe vers un objet qui n'est pas là en fait. Il est ailleurs en fait. Donc voilà, donc là, on a fini de définir notre modèle. De faire quoi? Ah ouais, plutôt qu'en référence.
Je sais pas, ça dépend en fait. Ça dépend de l'usage qu'on a de l'application. Et après, ce qu'on a vu, c'est que c'était toujours un peu plus facile de commencer par un embed et après de le sortir éventuellement si on se rend compte que c'est pas suffisant, tu vois. En fait, c'est un peu la version vaut mieux être feignant, voilà. Et ça, c'est la version un peu feignante. On ne sait pas si ça va aller. En réfléchissant, on peut le. Mais par exemple, des commentaires, ça me paraît assez judicieux parce qu'en gros, est-ce qu'on va vouloir accéder à ces commentaires en dehors du contexte d'un post? Certainement pas, en fait. On va toujours essayer d'accéder aux commentaires. Les commentaires, c'est le meilleur exemple de embed documents, en fait, parce que on n'en a jamais besoin, tu vois, un peu en dehors du post, en fait. On va jamais vouloir lister les posts, les commentaires, pardon, en dehors d'un post, sans récupérer le post lui-même, en fait. Mais si c'était le contraire, et ben dans ce cas-là, il faudrait les sortir et créer un modèle de commentaires. Mais là, on part du principe qu'on ne va avoir besoin des commentaires qu'au moment où on aura besoin du post, en fait. Donc là, je pense que c'est quand même bien, en fait. Et surtout, l'avantage des embed documents, c'est quoi par rapport aux documents en référence? C'est qu'il n'y a qu'une requête. En une requête, j'obtiens le post et tous les commentaires. Alors que si c'était en référence, il faudrait que j'obtienne le post et qu'après, je fasse autant de requêtes qu'il y a de commentaires pour obtenir l'ensemble. Donc ça serait plus lent, en fait. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire des embed documents de base, déjà pour des histoires de performance. Mais des fois, c'est pas suffisant. Donc ça y est, notre modèle de post, maintenant, il intègre des commentaires en tant que sous-document. Et on vous demandait de créer justement une route Non. En fait, donc, dans la page du détail d'un post, c'est là qu'on va vouloir rajouter des commentaires. Donc, c'est dans la page du détail d'un post où on va permettre aux utilisateurs justement de rajouter leurs commentaires. Donc, le formulaire de rajout d'un commentaire, où est-ce qu'on doit le mettre? Le formulaire d'ajout d'un commentaire. Dans la page de show, voilà. Donc, dans notre show.hbs qu'on a déjà écrit, on va se rajouter... je vais décommenter ce que j'ai fait. On va se rajouter une section qui va permettre à notre utilisateur de mettre un nouveau commentaire. Donc déjà, regardez ce que je fais. C'est que je fais un if user, en fait. Déjà, je ne veux pas permettre aux utilisateurs je ne veux pas afficher le formulaire si l'utilisateur n'est pas connecté. C'est pour ça que tout à l'heure, je passais le user. C'était pour, dans mon template, pouvoir conditionner l'affichage du formulaire, du formulaire d'ajout d'un commentaire à si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, si l'utilisateur est connecté, oui, je vais lui afficher le formulaire qui va lui permettre de rajouter un commentaire. Et ce formulaire, donc il va demander à l'utilisateur un content, évidemment, et une image. C'est ce qu'on nous a demandé qu'un commentaire pouvait contenir ça. Et c'est quoi l'action du formulaire? Ça doit respecter ce qu'on nous demande là, en fait. C'est-à-dire que quand il va créer sur comment, sur le bouton comment du formulaire, ça doit générer une requête post vers cette route-là qui doit justement créer le post dans la base de données. Donc ça correspond à l'action et à la méthode du formulaire. Donc dans l'action, vous voyez que j'ai bien exactement ce qu'on me demande là, c'est-à-dire /post/ le post ID de là où je suis en fait, du post en question, /comments et la méthode, c'est post. Dans le formulaire, je gère des fichiers, donc j'oublie pas le hang type. Et voilà, je sais que quand il va cliquer sur le bouton, ça va générer cette requête à cette URL. Et donc, il va me rester quoi à faire? La route de traitement, voilà, de ce formulaire. Là, on n'a pas eu à faire la route d'affichage, parce qu'on a juste... Elle était déjà faite, c'était la route d'affichage du post, en fait. Donc, dans la route de traitement du création de... Donc, on est à ce niveau-là, voilà. Donc, on crée une nouvelle requête. Donc, si je l'écris en requête HTTP, en fait, on est sur une requête post vers quelle route? Post /
l'ID d'un commentaire / comments. En fait, la route totale, voilà, c'est ça en fait. Donc là, on fait ça parce que on est là, on remet pas / post parce qu'on est préfixé, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Mince. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu là? On s'occupe d'uploader l'image du commentaire. Et une fois qu'elle est uploadée, on va pouvoir la récupérer grâce à rec.file.url. Et maintenant, donc, on va vouloir créer ce commentaire dans notre modèle de post. C'est-à-dire que en base, on a déjà un post qui contient un tableau comments qui est vide pour l'instant, peut-être. Donc on va devoir un peu insérer, c'est comme si voilà, on était comme ça là. Admettons qu'il n'y ait pas de commentaire, donc au début on est comme ça, vous voyez. Et là en fait on va vouloir récupérer ce commentaire et le mettre à jour d'un nouveau commentaire dans le tableau comments en fait. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthode à votre avis pour mettre à jour ce commentaire? Un point update pour mettre à jour un enregistrement. Donc voilà, donc on va justement utiliser le point update. Ça, on a vu, c'est la méthode qui nous permet de mettre à jour quelque chose qui existe déjà en base. Et ce qui existe déjà en base pour nous, bah, c'est le post. On le récupère. Donc là, c'est notre query. Donc qu'est-ce qu'on update? On update lui, c'est-à-dire l'ID correspondant à ce qu'on a récupéré dans la route. Et là, on a une syntaxe un peu bizarre qui permet de rajouter quelque chose dans le tableau, dans le champ comments. Donc c'est un peu chelou, mais c'est comme ça que ça marche dans Mongoose. On va voir, deuxième paramètre, un objet, propriété $push de en valeur ce qu'on veut mettre à jour. Donc là, vous voyez ici, c'est ce que je veux mettre. Je vais mettre en surbrillance. Ça, c'est ce que je veux mettre, c'est ce que je veux rajouter dans comments en fait. Donc qu'est-ce que je veux rajouter dans comments? Ben, un objet qui va représenter du coup mon commentaire. Et cet objet, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui? Ben, il a un content que je reprends depuis le rec.body.content parce que je le reprends depuis les valeurs du formulaire. Le author ID, comment je l'obtiens? Ben, c'est l'utilisateur qui est logué, qui est en train de faire le commentaire. L'image pass, je l'ai géré dans Cloudinary, donc je le récupère grâce à rec.file.url. Et voilà. Donc ça, c'est la syntaxe un peu bizarre, si vous voulez. Le $push est certifié parce que dans tu as un tableau d'objets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un objet dans ton tableau. Voilà, c'est ça. Sinon, je vous ai mis une autre façon, là, c'est on pourrait, un peu plus classique, voilà, on va dire, on pourrait find by ID le post. Du coup, on sait qu'on récupère en fonction de callback le post, et qu'après, dans post, on a une propriété comments qui est un tableau, et du coup, on peut pousser, comme dans n'importe quel tableau, un objet que j'ai pas remis, un objet qui serait mis, et ensuite faire le save du post. Donc ça, c'est un peu plus straightforward, on va dire, comme syntaxe. Mais celle-là, elle est identique. Dans un cas, là, on est passé par... on a eu 2 n, voilà. Alors que là, on en a eu qu'un. On a fait l'update, on n'a pas été obligé de récupérer puis de mettre à jour. Alors que là, on récupère d'abord et on met à jour. Donc c'est un peu plus long à écrire. Mais c'est aussi plus facile, quoi. Ouais. Donc là, non, c'est juste au cas où le gars, il n'est pas mis au cas où il n'est pas mis d'URL. Pardon, au cas où il n'est pas sélectionné de fichier. Dans ce cas-là, rec.file, il vaut undefined. Donc si j'essaie d'accéder à rec.file.url, ça va me dire... voilà. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est que en valeur, je m'assure que rec.file vaut bien quelque chose. Si oui, dans ce cas-là, je retourne la valeur rec.file.url. Sinon, je renvoie une chaîne vide, en fait. En fait, c'est juste pour pas que ça me génère une erreur. En fait, au début, je voulais faire ça, tu vois. Au début, je veux faire ça. Mais si rec.file vaut rien, je vais avoir une erreur. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord que rec.file vaut bien quelque chose. Si oui, je retourne la valeur. Sinon, je retourne... C'est un trick, hein, ça. C'est un trick...
C'est quoi la différence entre $push et $7? Tu fais sur un écran, on a fait $7. Ouais, $7, c'est pour, c'était l'ensemble de, tu veux updater, tu vois, 7, ça te permet d'updater l'ensemble de ton document, tu vois. Alors que $push, là, ça va pousser sur ce champ-là de ton document, qui lui est un tableau. Et si ça vous semble un peu obscur l'histoire du push, machin, vous pouvez aussi revenir à une syntaxe plus moins compliquée, voilà, en findant et juste en savant après, quoi. Et voilà. Et est-ce que vous avez des questions sur les commentaires? Non, mais même si vous n'êtes pas arrivé au bout, est-ce qu'avec l'explication, du coup, ça vous paraît plus clair? Et si on avait passé les commentaires, si on avait fait un modèle à part, après pour avoir l'affichage, c'est ce que j'ai fait, pour avoir l'affichage des deux, moi j'ai du mal à requêter dans le post, d'abord trouver le post, puis trouver les commentaires, ouais, et afficher. J'avais pas réussi à le faire avec le Movie et Celebrity. Donc en fait, ça c'est donc si tu avais fait un tableau de, si tu avais eu des collection de références, voilà. Dans ce cas-là, c'est populate en fait. On a vu pour peupler des références et les remplacer par ce qu'elles valent, tu vois, c'est .populate en fait. On doit d'abord faire un find sur le post. Voilà, et faire un populate. Et dans le Zen. Comme là en fait, c'est tu fais un find, tu retrouves ton post et tout de suite après, tu peuples ce que tu veux, tu vois. Et lui, en fait, Mongoose, il va aller justement chercher tes références. En fait, populate, c'est Mongoose qui va aller chercher les trucs et tu vas les mettre à la place. En fait. D'ailleurs, regarde, ici on en a besoin parce que nous, on a quand même une référence à aller récupérer. C'est donc dans notre modèle de post, tu vois, l'auteur ID. Nous, on a besoin de l'auteur du commentaire parce qu'on veut l'afficher dans le détail d'un post. On veut dire ce commentaire a été fait par Luc, tu vois. Donc, et alors que là, nous, on n'a qu'un numéro. Donc là, ça va dire ce commentaire a été fait par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pas bien. Donc nous, on a besoin, à ce niveau-là, de venir peupler cette référence. Et donc c'est ce que j'ai fait dans la correction. Là, ici, donc tu vois, dans le détail d'un post, du coup, j'ai rajouté. Donc je trouve le post, et en plus, je vais peupler les références à mes commentaires.author-id. Donc ça va remplacer l'ensemble de mes author-id de mes commentaires par justement les objets user, tu vois, et c'est Mongoose qui va le faire. Ça, c'est magique, quoi. Et après, ben, tu vois, dans le template de show, voilà. Donc tu vois, ici, j'itère sur mes post documents. Ça, c'est dans le document. Voilà, author ID. Maintenant, c'est plus un ID, mais c'est un objet de user. Et du coup, j'accède à .username. Et ça, c'est populate qui nous permet de faire ça. Donc, ramener des objets à la place des références, c'est populate. Et ça marche même, populate, ça marche même avec des tableaux. Vous voyez que là, je veux ramener chacun des auteurs ID de mes commentaires. Et bien là, juste avec la syntaxe .author ID, il va le faire pour l'ensemble des éléments de mon tableau commence. Donc c'est vraiment populate, c'est vraiment magique, quoi. Enfin, c'est vraiment puissant et magique, quoi. Sinon, on devrait le faire nous-mêmes, tu vois. On devrait aller requêter, tu vois, l'ensemble des trucs et pour les remettre à chaque fois dans notre tableau. Donc, ça nous évite pas mal de travail, en fait, le populate. Et enfin, on vous demandait de déployer. Donc là, déployer, on avait un seul problème. C'est qu'en fait, on avait un dossier starter code. Et nous, ce qu'on a vu quand on déployait, c'est que on doit envoyer, quand on fait le git push Heroku master,
on doit pousser quelque chose qui contient à la racine le package.json. Sinon, Heroku ne détecte pas que c'est une application de Node.js, en fait. Donc là, il fallait supprimer le dossier starter code, en fait, avant de... donc il fallait finalement déplacer tous les fichiers de starter code vers la racine, en fait, de notre projet pour ensuite pouvoir... donc il fallait faire le commit de ce déplacement et ensuite pousser git push Heroku master. Donc ce lab, il était assez complet, en fait. Il y avait Populate, il y avait des sous-documents, il y avait des références avec les users, il y avait Passport, il y avait s'assurer que l'utilisateur est bien logué avec ifreg.user, il y avait pas mal de choses dans ce. Donc, si vous n'étiez pas arrivé complètement au bout, revoyez avec la correction, essayez de le refaire parce qu'il contient beaucoup de trucs en fait, qui vont vous aider aussi pour votre projet 2. Vous allez forcément avoir les mêmes problématiques. J'ai une question avec le point 1. Le point 1, il n'est pas envoyé. Non, il n'est pas envoyé parce qu'on l'a mis dans notre Gitignore. Mais pour qu'il le trouve quand même, il faut qu'on le rajoute en variable en PNI, c'est ça ces valeurs-là. Donc voilà, donc nous on a vu qu'on n'envoyait jamais ça à Heroku, donc Heroku il n'a pas les valeurs. Comment est-ce qu'on lui met les valeurs? On a vu dans les settings de Heroku et ce qu'ils appellent les config vars et qui correspondent en fait à des variables d'environnement. Voilà, donc dans Heroku, il faudra forcément qu'on revienne mettre ces valeurs-là qu'on ne lui a pas envoyées, en fait. Donc dans les settings de Heroku. Ouais. Mais ce qui est bien, parce que en fait, ça se trouve chez Heroku, on aura d'autres valeurs. On va peut-être pas uploader sur le même Cloudinary, peut-être qu'on va avoir un Cloudinary de test et un Cloudinary de production. Par exemple, le Cloudinary de production, c'est pas nous qui allons payer avec notre carte bleue. Nous, on est que le dev. On va pas payer. Mais par contre, la société pour laquelle on travaille, c'est elle qui va payer le Cloudinary. Donc c'est bien que ça soit dissocié éventuellement. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des questions après par rapport à la base de données ici et Heroku. Parce que là, nous on est avec MongoDB, mais du coup, quand c'est Heroku, c'est une autre base de données. C'est MongoDB. C'est MongoDB. En gros, c'était MLab. On a vu que chez Heroku, on a installé une extension, une add-on là, qui s'appelle MLab. Et MLab, c'est quoi? En fait, c'est une société qui met à disposition des serveurs MongoDB, en fait. On ne récupère pas le contenu de notre base de données. Si on voulait récupérer le contenu. Bah, tu pourrais refaire un seeds. Parce que, en fait, regarde, je te montre un truc. Dans Heroku, quand on crée une application, par exemple, on va retourner sur celle qu'on a créée l'autre fois. Le first deploy, là. Donc, le first deploy. Voilà, c'était lui que j'ai créé l'autre fois, là. Donc, cette application, elle tourne. Si je vais dessus, donc là, elle est en sommeil. Vous voyez, donc elle met du temps à se réveiller parce que justement, je suis sur une offre gratuite. Donc, elle était en sommeil. Donc, cette application, elle tourne. Dans les settings, est-ce que j'ai mis des variables d'environnement? Ben non, c'est juste celle qu'on MLab a mis pour moi, en fait. Et il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est on peut faire more et on peut faire run console. Quand je fais run console, j'ai ce truc-là, et là, je peux faire bash. Et en fait, ça va m'exécuter un shell, en fait, mais dans le serveur. C'est comme si là, j'étais en train d'aller dans le serveur de mon application, là, de cette application qui tourne à ce niveau-là, en fait. Et si je fais, donc là, je suis dans le serveur, là, et si je fais un ls, je retrouve, en fait, les fichiers que j'ai poussés, en fait. Mais les fichiers chez Heroku, en fait. Et donc, à ce niveau-là, bah, je peux aussi exécuter Node, en fait. Et si je m'étais fait un dossier de seeds, je pourrais aussi faire un bin/seeds, tu vois. Je pourrais repeupler ma base de données. Ce qu'il y aurait dans 6 heures, ne sera pas visible. Non. Voilà.
Donc éventuellement, si tu veux mettre ta base de données à jour, ben, tu sais que tu as une console dans laquelle tu peux exécuter des choses côté Heroku. En fait. Et donc ça y est, on est arrivé au projet 2. C'était long. Donc votre projet 2, ça va être... donc on va reparcourir les guidelines, mais en gros, ça va être votre projet full stack, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous arrivez à un point où, module 1, vous avez fait le front-end. Donc vous avez appris à faire du CSS, vous avez appris à même faire de l'animation avec du Canva ou même avec du DOM et tout, mais tout le front-end. Et maintenant, vous savez faire le back-end, en fait. Avec le module 2, on a appris à créer des serveurs Node pour répondre à des requêtes HTTP. Et maintenant, il va falloir tout mettre ensemble pour faire un vrai service web ou un vrai site web qui va gérer à la fois les requêtes qui arrivent, donc de tous les utilisateurs qui utilisent le service, et les réponses avec le bel affichage qui va bien. Si vous voulez faire du responsive, c'est pas obligatoire pour le module 2, mais ça peut carrément s'entendre. Et puis vous pouvez aussi faire un truc mobile first, si vous voulez. Moi, je vous recommande. Donc voilà, il y a du taf. Sur le front-end, il y a peut-être un peu moins de taf que pour le jeu, parce que pour le jeu, il y avait beaucoup de JavaScript, en fait, alors que là, ça va peut-être être CSS. Et on va voir un petit peu donc, ce qu'on vous donne en guidelines. Et vous pouvez vraiment avoir plein d'idées. Hein. Là, c'est vraiment l'occasion d'être hyper créatif. C'est comme si vous rentriez un peu en mode startup. Là. Vous pouvez lancer votre startup. Vous pouvez créer un service web, un vrai service web. Il y a même des gens de notre ancienne promo, ils avaient fait un site donc pour une startup, en fait. Hein. Et ça a marché. Et ils continuent de travailler dessus. Quoi. Ça s'appelait Fleet. Voilà, Fleet, location d'ordinateur. Site web. Voilà. Ben, c'est eux qui ont fait ça pour le module 2, en fait. Bon, ouais, ils n'avaient pas tout fait. C'est-à-dire que, par exemple, la partie paiement, ils ne l'avaient pas fait. Mais ils avaient déjà fait une bonne partie. Donc, ouais, c'est l'occasion d'être créatif. Et puis, vous pouvez aussi faire des trucs plus légers. Hein. Si vous avez envie de faire un site avec des chats, c'est possible aussi. Quoi. Donc, dans les guidelines, il y a quelques exemples. L'inconvénient des exemples, c'est qu'à chaque fois, il faut se sign up en général. Et comme ils n'ont pas fait le passport login, du coup, c'est pénible. Donc, du coup, faites le passport login pour les prochains. On verra après les exemples. Donc, c'est pareil, on va toujours, en mode projet, commencer par un stand-up, sauf la première fois. Et ensuite, on fera quelques katas si on a du temps. Et après, vous serez en mode développement. On ne va pas se répartir entre teachers, là, on va plutôt passer derrière chacun. On pourrait faire des groupes, mais c'est mieux si en fait on se mélange complètement. Et vous devrez faire des slides, bien sûr, comme vous avez fait la première fois pour votre présentation. Voilà, les requirements, c'est quoi? C'est utiliser Express. De toute façon, je ne sais pas trop ce que vous utilisez avec eux. Donc Express, Mongoose, c'est d'avoir au minimum 2 modèles, voire plus si vous voulez. Donc déjà, en fait, vous aurez un modèle de user. C'est obligatoire, parce que en fait, le sign-up, login, il est obligatoire. Je crois. Oui. Donc vous aurez forcément un modèle de user. Donc en fait, il vous en reste qu'un autre, finalement, en obligatoire de modèle. Mais peut-être qu'avec 2 modèles, votre application sera un peu pauvre, ou peut-être ça suffira complètement. Ça dépend. Donc, mais au minimum, 2 modèles. Vous pouvez en avoir plus. Après, sachez que plus vous allez multiplier les modèles, plus ça va être long, en fait, à implémenter et compliqué. Vous allez devoir faire de la validation sur le modèle. Donc, la validation, c'est quoi? C'est, par exemple, quand je me login, je vérifie que le username, il n'est pas déjà pris. Voilà, ça, c'est de la validation.
Et puis sur vos autres modèles aussi, vous pourrez le faire. Login, sign up, logout. Éventuellement avec Passport, franchement, ça peut être bien de proposer un sign-up rapide, voilà, ou un login rapide. Sur un des modèles, vous allez devoir faire du CRUD complet. Enfin, en tout cas, non, sur l'ensemble de vos modèles, vous devrez faire du CRUD complet. Pas pour tout le monde, mais au moins que sur l'ensemble de vos modèles, vous ayez un create, read, update, delete. Que vous couvriez en fait l'ensemble du CRUD dans votre application. Vous devrez héberger votre code sur le GitHub, faire au minimum un commit par jour quand vous travaillez dessus, et vous devrez déployer sur Heroku à la fin. Le responsive, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une bonne idée. Et en fait, il y a des designs où vous pouvez faire le même design mobile que finalement desktop. En grossissant la police, vous pouvez faire en fait, vous faites pas de responsive, en fait, vous faites du fluide, enfin de l'élastique. Ça peut être une façon de faire du mobile et du desktop de manière hyper simple. Il faut juste que vous ayez un design en fait qui soit compatible avec ça. Bon, après, voilà, la démo, c'est 5 minutes. Et puis, bon, ça, on verra après. Les slides, vous étiez bien pareil. Vous avez utilisé un outil, là, avec des animations. C'était quoi? L'outil, là, avec les bulles qui grossissaient. Ah, c'est d'accord. Et on va regarder quelques exemples. Donc, je vous en ai remis là dans la carte. Donc, je les connais pas. Hein. J'en ai récupéré. Donc, all your favorite in one place. Donc, eux, ils ont fait un site. Comment? Login as Batman. Ouais. Attends, on va déjà essayer de se sign up. Ah mince. Donc eux, ils n'ont pas fait le auto-login. J'ai été obligé de me... Donc voilà, là je suis logué. Je peux me créer un profil. View all profile, c'est quoi? D'accord, en gros c'est un site qui va répertorier des super-héros. De ce que je comprends. Avec c'est un peu comme... on n'a pas fait un lab comme ça avec des super-héros? Et est-ce que c'est responsive? Non. Là, c'est pas responsive. Celui-là, il avait l'air marrant. Par contre, ils ont soigné un peu le CSS, quoi. C'était plutôt joli, ils ont fait des boutons comme ça. Ah, donc ça, c'est un site qui propose que vous uploadiez vos designs de tatou. Donc ça, c'est... Déjà, l'idée, elle est un peu plus cool. Non, mais c'est interactif, quoi. On voit que ça utilise, en fait... les utilisateurs, c'est pas juste un catalogue... Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, créer, machin... Bon, on va pas les essayer tous. Hein. C'est plus pour vous donner les idées, quoi. Donc, en fait, aussi, un truc qui peut être intéressant pour vous, c'est justement d'essayer de faire un site ou un service qui est contributif, en fait. Ça, c'est intéressant. Par exemple, vous voyez, Instagram, c'est clairement... En fait, l'intérêt d'Instagram, c'est qu'en fait, c'est contributif. C'est que chacun peut contribuer au service, en fait. Et quand chacun peut contribuer au service, ça devient tout de suite vachement intéressant.
Est-ce que, en fait, entre le projet 2 et le projet 3, est-ce qu'on peut commencer le projet 2 et garder le nom du projet 3 Ouais. avec des choses supplémentaires? Ouais, c'est possible. Justement, en fait, dans le projet 3, ça sera un peu comme le projet 2, mais le côté front, ça sera en React. Donc, le côté back, ça sera toujours en Express, par contre. Donc, si vous voulez, vous pouvez en fait faire un projet 2 et le réexploiter dans le projet 3 en juste vous squeezerez la partie front et vous ferez du React à la place, mais vous aurez déjà peut-être toute la partie back. Donc, ça peut être... si vous avez un gros projet, par exemple, ça peut peut-être être bien parce que ça vous... pour le module 3, vous aurez moins de choses à faire. Si vous n'avez pas un gros projet, par contre, ça peut peut-être être mieux de faire différents trucs pour pas vous ennuyer, parce que si vous, sur 2 projets, vous essayez le même truc, faut que vous soyez motivé, quoi. Donc, pour Passion Sardine, là, je comprends, parce que c'est vraiment... C'est une passion. Voilà, si c'est un truc qui est vraiment, tu vois, là, c'est justifié et tout, mais après, ça peut être cool aussi de faire plusieurs trucs. Vous pouvez aussi faire une autre idée, ça peut être de faire un clone. Donc là, c'est un Airbnb pour les chats. Donc c'est trouver un host pour votre chat, en fait. Et faire des clones, ça peut être vachement intéressant aussi, de faire un clone de Instagram ou de faire un clone de Airbnb. Si vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être un truc. Et vous allez apprendre pas mal. Après, il faut essayer de simplifier aussi. Il ne faut pas essayer de faire le clone à l'identique, mais... est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient l'air sympas? Sinon, vous pouvez les parcourir. Genre un truc de recette de cuisine. Voilà, un truc un peu un marmiton, quoi. Faut essayer de penser, prenez de l'inspiration autour de tous les services que vous connaissez déjà, ou si vous pensez justement, si vous avez toujours rêvé d'avoir un truc et qu'il n'existe pas, c'est vraiment, c'est l'occasion, quoi. Est-ce qu'il est responsive? Oui. Oui, il est beau. Et encore une fois, je pense que tout va être un peu dans la réalisation, c'est-à-dire que, un peu comme dans le jeu, c'est pas vraiment l'idée qui compte, en fait. C'est plutôt comment ça va être réalisé, si ça va bien être réalisé, comment ça va claquer ou pas, quoi. Est-ce que vous voulez présenter vos projets? Ouais. Ouais. C'est du USB-C. Ok, du coup, donc mon deuxième projet que j'ai fait, donc contrairement au premier en partenariat avec collaboration avec Maggie, une fille de ma classe.
Donc on l'a fait à deux et on l'a fait exactement avec les technos que vous avez utilisés. Et nous, en fait, notre idée, ça a été de créer une espèce d'app qui permet d'organiser la recherche d'idées de cadeaux pour des gens quand on a, par exemple, des repas de famille, des Noëls en famille, des Noëls d'entreprise ou des trucs comme ça, etc. On n'a pas forcément trop d'idées, on a envie d'avoir un endroit où on peut discuter de ces choses-là, échanger, etc. et s'organiser pour offrir le meilleur cadeau pour chaque personne sans galérer chacun de son côté. Voilà, donc du coup on l'a appelé Gift Up. On est vachement content du nom. Et donc on peut donc, s'enregistrer. Alors, évidemment, ça ne check pas vraiment les adresses. Okay. Donc là, on a le sign up, on a le login. Voilà. Bon. J'ai déjà une adresse. Okay, donc ça, c'est les rooms. Donc on peut créer donc, des rooms qui sont en gros des événements pour lesquels on veut s'organiser avec des gens. Mais du coup, il n'y a personne. Ah, comment est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je fasse un deuxième. Ok. Bon, okay. Je vais créer un deuxième cours. Du coup, ok, ça marche. Et donc là, il faudrait que depuis l'autre utilisateur. Sinon, avec tu peux dans Keepon, tu peux ouvrir une autre session. Ouais, mais là, en fait, avec celui-ci, je vais pouvoir inviter quelqu'un. Alors, tous les écrans n'ont pas été designés. Voilà, c'est un peu. Ok, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est. Là, je suis sur, en gros, ma room. Donc, voilà, Christmas, genre, par exemple, en famille. Il n'y a personne pour l'instant. Donc là, ce que je fais, c'est avec ma petite loupe, je recherche donc, les utilisateurs potentiels. Effectivement, là, il y en a un autre, celui que je viens de créer il y a 2 secondes. Donc, je l'ajoute. Donc, maintenant, il est sur la room. Donc, en fait, il peut y avoir genre 2, 3, 10 personnes. Et il y a principalement 2 vues différentes. Donc, la mienne, ici, où j'ai en gros ma wishlist à laquelle je peux ajouter donc, plusieurs idées, en gros, de ce que moi, j'aimerais recevoir pour Noël. Et je peux voir ici, donc, en fait, moi, je vois que ça ici. Les autres voient ma wishlist, mais ce que les autres voient quand eux, ils cliquent sur mon mur à moi, c'est ma wishlist, mais aussi des commentaires. C'est-à-dire que, effectivement, je vais créer une deuxième session. C'est OK Google qui s'en déclenche. Mais non. Lucas, t'as OK Google qui s'est déclenché là. C'est vrai? C'est pas bien. Ah merde, comment je fais pour rapport à HDMI? C'est par rapport à la télé en plus. Non, il n'y a que elle, non, c'est bon. Les autres, ça marche. Ouais, bah attends, je vais trouver. Enregistré en tant que coucou, donc on va dire un vélo. Okay. Donc ici, donc, en tant que Oukash, ici je vois donc, que Coucou a mis 2 éléments sur sa wishlist. Et moi, si je veux, je peux en ajouter. Donc, genre. Ok. Donc, moi, je lui ai ajouté un élément, mais lui, ici, il ne le voit pas en fait. Il ne voit que les éléments que lui a ajoutés. Ce qui fait que tous les autres participants, sur le mur d'une autre personne, ils peuvent ajouter des idées de cadeaux, ils peuvent poster des commentaires. Et la personne concernée, elle ne le verra pas. Donc en fait, elle a accès que à sa wishlist et sur son mur, elle ne verra rien d'autre. Et sur le mur des autres personnes, elle verra tous les idées de cadeaux que la personne a données et celles que les autres utilisateurs ont données et les commentaires qu'ils ont donnés, etc. Mais, et c'est tout. Donc en fait, chacun peut juste mettre une wishlist et donner des idées de cadeaux pour les autres. Imaginons que, moi je trouve que genre, une autre idée, c'est une belle idée de cadeau. Je peux le claim ici et on voit que moi, en restant en tant que coucou, donc cette idée a été genre claim par coucou et donc personne d'autre va l'acheter puisque moi j'ai dit que j'allais m'en occuper. En gros, évidemment, la personne en l'occurrence ne voit pas du tout ce qui se trame derrière son dos. Voilà. En gros, c'est ça un truc pour. On peut s'acheter son cadeau en avance. On peut s'acheter elle-même
son cadeau, vraiment, c'est de créer. Alors, elle, tu vois, genre sur ta wishlist à toi, tu peux pas claim les cadeaux. Ce qui est logique. Ça dépend. Mais voilà, donc voilà, c'est un truc pour organiser l'idéation autour des cadeaux et genre qui va acheter quoi, machin. Et c'est tout. On peut rien faire d'autre. Ça nous est déjà fait beaucoup. Voilà. Et j'ai regardé le code et on a fait des trucs que je ne ferai plus jamais. Et vous en ferez aussi des trucs. Moi, je vais vous le regretter plus tard. Mais voilà. Voilà. C'est à peu près tout. Ça nous a pris bien la semaine. On a fini le matin de la présentation. Le matin de la présentation, tout était blanc et on a fait genre toute la déco le matin, genre en étant sur. En temps plein, tu avais une semaine pour le faire? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Mais dont une petite trêve hivernale où on sera moins là pour vous aider, etc. On sera bien un peu quand même. Finalement. Voilà. Ouais, le problème c'est que enfin, ça va être. J'arrive pas à retrouver mon mot de passe que j'avais utilisé, donc on va pas pouvoir faire grand-chose. Mais c'est pas grave. Ça va. Non, mais pas de place. Non, il va pas trouver. Nous, on a fait un truc du style qui prend pas la peine d'âge. Ça, c'est chum. Du coup, voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, j'avais fait ce projet, on avait fait ça à deux. Et l'idée, en fait, c'était de, grosso modo, faire une application qui permet de prendre en photo différentes. En fait, tu te balades dans la rue, tu remarques une incivilité ou un problème ou quoi que ce soit. Tu la prends en photo, ça la reporte sur l'application et ça permet à des personnes, d'autres utilisateurs, en fait, soit de voir tes posts et du coup être au courant de ce qui se passe dans ta ville, autour de toi, dans ton quartier, soit d'alerter par la suite en fait, les élus locaux pour pouvoir genre, traiter ce genre de problème. Donc globalement, ce qu'on a mis en place dans cette application, c'était bon, déjà le login, le sign-up, tout ça, pour avoir chaque utilisateur qui genre, fait ses propres posts. On avait implémenté aussi la géolocalisation en fait, qui se fait par les métadata de ton téléphone. Donc, quand tu prends une photo, en fait, ça géolocalise automatiquement ton post avec le nom et tout ce que tu as donné dessus, quoi. Et ce qu'on avait fait, mais qui marchait uniquement aux États-Unis, parce qu'en France, ça n'existait pas encore, en fait, c'est qu'on avait utilisé, je crois que c'est Google Civic, qui est une API Google, qui te donne la liste en fait vraiment des élus locaux à partir d'une localisation donnée. Donc on avait fait le test pour des posts, on a pris des photos qui étaient géolocalisées par exemple en Floride, en fait on pouvait avoir la liste des élus locaux directs et on pouvait tweeter, en fait l'idée c'était de tweeter, on avait intégré aussi l'API Twitter pour balancer un tweet à la personne concernée, quoi. Bon, là, on va pouvoir voir rien de tout ça parce que j'ai pas mon login de test. Je m'en rappelle absolument pas. Donc, c'est dommage. Je vais en créer un. Allez. Tu veux pas rejeter la MongoDB? Il va me donner le mot de passe. Hein. Ouais, mais tu le resets. Hmm? Tu le resets. Comment Tu le vérifies.
Ah ouais, ouais, non, mais non. Enfin, pas tout de suite, quoi. T'avais mis A, at, Ouais, je A. sais, mais du coup, j'aurais dû le prendre direct. Ah non, parce qu'il faut. Ok, d'accord. Ok, cool. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était la page de l'utilisateur où effectivement, on pouvait ajouter un post, quoi, avec un titre, description. Et bon, normalement, du coup, en fait, on va essayer de prendre une photo. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Ça va être compliqué. Si quelqu'un a un téléphone, par contre, vous pouvez essayer de le faire. Hein. T'inquiète, c'était plus pour orienter. Ouais, voilà, c'est juste pour l'idée. Mais grosso modo, tu prends une image, ça te l'affiche, et puis ensuite, elle apparaît fait, directement sur ta page utilisateur. En fait, tu as un petit tag qui vient apparaître automatiquement avec les métadatas de la photo. Quoi. Et puis après, on avait rendu chacun de ces films cliquables pour pouvoir voir la liste de ces posts-là. Voilà, globalement, c'était ça. Avec une page Ah, bah tiens, trop bien. Ça marche. Ok, cool. Bah, ça, c'était les posts d'avant. Donc, du coup, effectivement, on peut voir les différents posts qui ont été faits sur ce truc-là, dans nos différents tests. Et du coup, il y a effectivement la liste, ouais, forcément, puisqu'en fait, la liste des posts est accessible à tous les utilisateurs. Donc, du coup, c'est des photos que j'avais pris le jour même dans la photo, pendant le test, et du coup, avec un affichage de la localisation exacte quand on était encore à Saint-Philippe-du-Roule. Là, pareil, voilà, une photo prise dans la rue. Ça mettait juste à peu près 3 plombs parce que Heroku, la sandbox d'Heroku, on va dire que c'est pas le serveur le plus puissant. Donc, pour uploader une photo, c'est un peu compliqué. C'est une photo de chez moi, trop bien. Non, voilà. Et ça, c'était les photos effectivement aux États-Unis qui permettaient, je crois, on avait le détail, effectivement, de tweeter du coup la personne concernée pour éventuellement traiter le problème qui avait été remonté. Quoi. Voilà. Globalement, c'était ça. Avec un super responsive, c'est super chiant faire du responsive. Voilà, c'est pour ce projet-là. Ouais, après, moi, c'est juste que c'est moche, quoi. Non, on a tout donné sur les routes, mais sur le design, on a oublié. En gros, j'ai fait ça avec le One. Ouais. Où on a fait une sorte de maths, c'est-à-dire de mise en lien entre les entreprises et les étudiants. Donc ça, c'est notre page d'accueil. En fait, il y a deux types de sign-up en fait. Il y a un sign-up si on est une entreprise ou si on est un hacker. Et notamment, je viens de faire le test sur, par exemple, j'ai dit que j'étais un hacker. Donc j'arrive sur mon profil, où je peux download d'une image. Je donne mon nom, mon prénom, mon job, je choisis mes compétences, mon profil et je save mon chaîne et je peux voir tous les projets qui sont proposés par les boîtes et les trier évidemment sur le front-end, React, HTML, etc. Et je